Depuis des années, une théorie domine toutes les autres. Une théorie simple, choquante et terriblement inconfortable. Et si le vol MH370 n'avait pas disparu à cause d'un problème technique, mais à cause de l'homme assis aux commandes? Ce soir, nous allons mettre cette théorie à l'épreuve, froidement, sans émotion, et surtout, sans raccourci. Quand on parle de la disparition du MH370, un nom revient toujours. Zaharie Ahmad Shah, le commandant de bord, 53 ans. Plus de 18 000 heures de vol, un pilote respecté, un instructeur, un professionnel reconnu par ses pairs. Pour certains, il est la clé de tout. Pour d'autres, il est devenu un coupable idéal. La théorie du pilote repose sur une idée centrale. L'avion n'aurait pas disparu par accident. Il aurait été délibérément détourné depuis le cockpit. À première vue, les éléments semblent troublants. Le transpondeur est coupé au moment le plus opportun. Les communications cessent lors d'une transition entre deux espaces aériens. L'avion change de cap avec précision. Il évite certaines zones surveillées. Il vole pendant des heures sans émettre le moindre appel de détresse. Tout cela suggère une intervention humaine, une intervention compétente. Quelqu'un qui connaît parfaitement les systèmes de l'appareil. Et ce quelqu'un, forcément, se trouve dans le cockpit. Quelques semaines après la disparition, un détail va cristalliser les soupçons. Sur l'ordinateur personnel du commandant Zaharie, les enquêteurs découvrent des données de simulateurs de vol. Parmi ces données, une trajectoire attire l'attention. Un vol simulé qui traverse le détroit de Malacca et se termine dans le sud de l'océan Indien. La zone correspond, de manière troublante, à celle où les derniers signaux satellites situent le MH370. Pour beaucoup, c'est la preuve ultime, trop précis pour être une coïncidence, trop proche de la réalité. Mais lorsqu'on regarde ces données de plus près, le tableau devient moins évident. Les simulations retrouvées ne constituent pas un scénario unique. Elles font partie de centaines d'exercices stockés sur l'ordinateur, des vols partiels, des tests, des entraînements techniques. Rien n'indique clairement une intention suicidaire ou criminelle. De plus, la trajectoire simulée n'est pas identique à celle du MH370. Elle ne correspond ni en durée, ni en profil de vol, ni en consommation de carburant. C'est troublant, mais ce n'est pas une preuve. Un autre élément est souvent avancé, la dépressurisation volontaire de la cabine. Selon cette hypothèse, le pilote aurait coupé l'oxygène, rendant passagers et équipage inconscients, avant de poursuivre le vol seul. Techniquement, c'est possible. Mais ce scénario pose plusieurs problèmes. D'abord, il suppose un enchaînement parfait. Aucune intervention de l'équipage, aucune réaction des passagers, aucune tentative d'appel, aucun imprévu. Ensuite, il suppose que le pilote accepte lui-même une mort lente et incertaine. Car même avec un masque à oxygène, la durée est limitée. Le vol aurait duré des heures. Ce n'est pas impossible, mais c'est loin d'être simple. Autre question rarement posée. Pourquoi agir ainsi ce soir-là, sur ce vol précis? Zaharie n'avait pas de problème financier connu, pas de troubles psychologiques documentés, pas de message d'adieu, pas de signe évident de radicalisation ou de détresse extrême. Les enquêteurs n'ont jamais trouvé de mobile clair. Certains évoquent des frustrations politiques, d'autres une dépression cachée, mais rien de tangible, rien de démontré, et surtout, rien qui explique pourquoi il aurait emmené avec lui 238 autres personnes. Dans l'histoire de l'aviation, les suicides de pilotes existent, mais ils laissent presque toujours des traces, des signaux, des comportements inhabituels, des communications anormales. Ici, le vol MH370 démarre normalement. Les échanges radio sont calmes, professionnels. Rien ne laisse présager une crise imminente. Un autre point dérangeant est souvent ignoré. Si le pilote avait voulu faire disparaître l'avion, pourquoi ne pas l'écraser immédiatement? Pourquoi voler pendant des heures, au risque d'être détecté, intercepté ou de subir une panne imprévue? Plus le vol dure, plus le risque augmente. La trajectoire suivie par le MH370 est complexe. Elle demande une attention constante.
des ajustements précis, une gestion fine du carburant. Ce n'est pas le profil d'un acte impulsif, mais ce n'est pas non plus celui d'un plan simple et rationnel. Alors, que reste-t-il? La théorie du pilote explique certaines choses. La coupure des systèmes, la précision du changement de cap, la durée du vol, mais elle en laisse d'autres sans réponse. Le mobile, le timing, l'absence de signaux avant le départ. Et surtout, elle repose largement sur une absence d'alternative claire. Dire « c'est le pilote » permet de refermer le dossier, de donner un visage au mystère, de transformer une catastrophe complexe en une histoire compréhensible. Mais l'histoire de l'aviation est remplie de cas où la vérité s'est révélée beaucoup plus nuancée que la première explication évidente. Le MH 370 pourrait être le résultat d'une combinaison, une action humaine, un événement technique, une succession de décisions imparfaites. Accuser le pilote sans preuve définitive, c'est peut-être céder à notre besoin de certitude. Et c'est là que cette théorie devient dangereuse. Non pas parce qu'elle est impossible, mais parce qu'elle est confortable. Elle nous évite de regarder plus profondément les failles systémiques, les zones grises, les enchaînements improbables. La vérité, c'est que sans les enregistreurs de vol, nous ne pouvons pas conclure, pas honnêtement, pas définitivement. Le cockpit du MH 370 garde ses secrets, et tant que l'épave ne sera pas retrouvée, cette théorie restera exactement ce qu'elle est aujourd'hui, plausible, incomplète et terriblement frustrante. Dans le prochain épisode, nous allons nous pencher sur les seuls témoins matériels de cette disparition, les débris retrouvés sur les plages de l'océan Indien, et voir ce qu'ils prouvent réellement, et surtout, ce qu'ils ne prouvent pas.